Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour encore un nouvel épisode, le 15e du coup. Ça passe vite. Salut Antoine. Salut Arnaud. Est-ce que tu as la forme? Bah écoute, plutôt pas mal, hein. Déjà, Même si j'adore. l'été vient de terminer, mais plutôt pas mal. Ah putain, c'est vrai que là, on va pas faire un point météo, mais ouais, là, l'hiver commence à arriver. On le sent là, c'est d'une semaine à l'autre, c'est incroyable. Tu vois, c'est rigolo parce que je vois ton magnifique hoodie et moi aussi, j'ai mis un magnifique hoodie parce qu'il commence à faire froid. Combien, si t'es ici, Antoine, c'est qu'il t'est arrivé quelque chose d'assez cool, c'est que tu viens de lever des fonds, que vous venez de lever des fonds, parce que tu m'as dit que vous étiez plusieurs cofondateurs. Vous avez levé combien? Absolument. Alors on est très excités en effet, et puis on est trois, donc trois personnes au sein du board, et on a levé 1,6 million récemment. Félicitations, 1,6 million pure equity, ou tu comptes aussi les dettes et la non-dilution? Alors non, on a moitié-moitié. Donc on a 800 000 d'equity et 800 000 BPI. Ok. BPI, du coup, en obligation non, obligation. Alors en moitié-moitié. Ok. Au sein même de BPI, on a de la sub et euh, du prêt innovation. Ok. La subvention, merveilleux, la subvention. L'argent, C'est top. c'est incroyable, la subvention. Euh, Est-ce que tu peux faut juste du coup qu'on se mette du contexte. À chaque fois dans l'épisode, je fais ça. Je sais pas si tu en as écouté, mais je veux juste comprendre dans quel marché ta boîte elle évolue, quel type de techno, qu'est-ce que tu fais, etc. Comme ça nous donne le contexte, tu vois, de ta levée de fonds. Et après, on parlera que de la levée de fonds, comment tu as fait, etc. Ouais, Donc du coup, très bien. pitch de ta boîte en 10 secondes. Petit pitch, bah écoute, NCAPS, en fait, on encapsule la propriété d'objets physiques ou digitaux dans une capsule numérique qui sert un peu de passeport numérique des objets. Et ce passeport numérique des objets, on va l'utiliser ensuite pour connecter des services digitaux avec ces objets de manière sécurisée. Ok, pas mal, mais c'est un peu flou pour moi. Du coup, je voudrais un peu approfondir. Là, j'ai en tête, je sais pas pourquoi, un cas d'usage avec des produits de luxe comme des marques d'alcool, cher, etc. Ouais. C'est ça l'idée, c'est de venir Alors, authentifier, par exemple. tu peux avoir en effet donc des cas d'usage, par exemple, pour garantir l'authenticité des objets. Ok. Mais les services digitaux que tu peux rajouter, c'est de dire, bah, de pouvoir le déclarer comme volé, ce qui fait que n'importe qui pourrait avoir envie de racheter ce produit, d'occasion, pourrait, de manière très simple, savoir que c'est un produit volé, juste en Ok. scannant l'objet. Et puis, être aussi capable d'associer des services digitaux. Alors si on parle de l'automobile, ça peut être, associé à un carnet d'entretien digital du véhicule. Si on parle aussi aujourd'hui, maintenant, on est dans, on essaye de valoriser un peu l'économie circulaire. Imaginons que je vende des snowboards et que puis quand je considère que quand je vends un snowboard, la matière continue de m'appartenir. Eh bien, en même temps que je récupère la propriété de ce snowboard, je récupère la propriété aussi de la consigne que je vais pouvoir passer de personne à personne. Et le dernier propriétaire de ce snowboard bah, aura toutes les instructions nécessaires pour pouvoir recycler ce snowboard et récupérer l'argent de la consigne. Ok, d'accord. Il y a, attends, il y a plein de cas d'usage. T'en as nommé trois différents là déjà là. Complètement C'est qui différent, exactement. vos clients principaux, le cas d'usage principal que tu vends aujourd'hui et que tu fais? Mais en fait, nous, on veut être une plateforme agnostique qui permet à n'importe quelle entreprise de créer son passeport numérique Ah, d'accord. et d'y associer des services digitaux. Donc on va vraiment être plutôt une plateforme, ce qui fait que on propose les outils qui vont permettre de mettre en place ces cas d'usage. Ok, d'accord. Toi, tu vends Et, un outil pour faire ça, mais c'est ensuite tes clients au cas par cas qui vont développer leur propre cas d'usage et voilà, on voilà. va les assister au démarrage, mais il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il y a une réglementation européenne qui est en cours, qui va bientôt être mise en place pour 2026 autour du DPP, Digital Product Passport, qui va être une obligation légale de la part de l'Europe, qui va obliger donc les fabricants, en particulier de trois types de produits dans un premier temps, que ce soit les produits électroniques, les batteries et les vêtements, vont devoir mettre en place un Digital Product Passport. Donc nous, ce qu'on vouloir faire, pardon, c'est de transformer cette obligation légale en une opportunité business, en C'est permettant aux gens de créer leur Digital Product Passport pour gérer la partie légale et d'y ajouter les services digitaux qui pourraient créer de la valeur ajoutée au produit. c'est incroyable, ça c'est une opportunité business géniale. J'espère que c'est grâce à ça. Est-ce que c'est grâce à ça que vous avez réussi à lever de l'argent là? Genre, est-ce que ça là, parce que ce que tu viens de me dire là,
c'est une opportunité business. Enfin, les Ouais. nouvelles réglementations, c'est toujours des opportunités business. En plus, quand tu es bien placé, quand tu as ta techno qui est prête et tout, enfin, ça peut être des trucs game changer. Ça a été un argument, ça, pour cette levée de fonds Ça a là? été un des gros arguments, absolument. Et surtout, quand on est 2 ans en avance, ça va arriver, très, très vite. On n'est pas les premiers non plus à se pencher sur la question, mais tous les champs des possibles sont ouverts aujourd'hui. Ok. Bon, du coup, je comprends beaucoup mieux ton business. Toi, en fait, tu vends une logiciel et ton chiffre d'affaires chez ton client grossit au fur et à mesure que lui, il va utiliser ton service. Donc, il va déployer ça. Ton chiffre d'affaires, il va grossir parce que j'imagine que tu as une incentive où tu prends Mais en t'as un fait, on a coût. un coût à la capsule, parce qu'on appelle ça des Ouais, capsules. C'est pour ça qu'on s'appelle NCAPS, parce qu'on encapsule la propriété des objets physiques donc, ou tu as un digitaux. coût à la capsule et ta problématique, du coup, elle est pas simple parce que tu dois trouver des clients qui ont pour qui ce problème-là, c'est très, très douloureux, mais qui ont aussi la volonté de le résoudre, donc de mettre des moyens. En fait, tu vends pas juste une solution logicielle, tu vends une solution logicielle où il faut qu'il y ait du temps de ton client qui soit passé, qui est gigantesque. C'est-à-dire qu'ils doivent vraiment été une décision stratégique chez eux sur leur futur. C'est pour ça que dans un premier temps, sur les premiers clients, c'est nous qui faisons, la manipulation de l'outil pour fabriquer le produit final. Mais à terme, on espère bien pouvoir arriver, à une situation où, les gens seront, capables de développer eux-mêmes leurs solutions au-dessus de notre plateforme. Je te le souhaite. Moi, ça a été dans ma boîte précédente. Je pense que c'est une des Mmh. choses qui nous a tués, tu vois. C'est que j'ai voulu croire que mes clients auraient pas besoin d'accompagnement et je voulais qu'ils soient autonomes. Et j'aurais dû en fait directement dans mon business model, enfin dans mon BP, dans mon business model, intégrer le fait que je devais leur vendre du conseil, sinon ça marchait pas. Et Alors oui, c'est ce qu'on fait, aujourd'hui, sachant qu'on essaie aussi quand même de verticaliser avec une certaine expertise sur certains verticaux. Donc typiquement, dans le jeu vidéo, on s'est rendu compte en fait que notre technologie, elle était aussi capable de sécuriser dans une capsule numérique les clés de jeux vidéo dans leur transfert entre les différents parties. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marchés gris qui se passent parce qu'en fait, ces clés de jeux vidéo sont distribuées sous forme de fichiers Excel qui se baladent en clair sur Internet et ça termine sur le marché gris de manière tout à fait incontrôlée de la part des studios de jeux vidéo. Et là, on amène une solution qui permet d'opacifier ces clés entre le créateur du jeu et le joueur final, ce qui fait qu'entre les deux, personne ne voit la clé. Et ça, pour le coup, ça a été complètement packagé pour le jeu vidéo. On a même créé un produit spécifique pour ça, qui s'appelle Point Nexus. Et pour ce vertical-là, on est vraiment euh, en phase d'industrialisation à l'heure actuelle. ok, intéressant. Et du coup, tu as vraiment cette partie, vous êtes au tout début. Quand est-ce que l'aventure elle a commencé? Elle s'appelle comment la boîte, pardon, tu m'as dit? Alors, la boîte s'appelle NCAPS. Elle a NCAPS. commencé, donc on a créé la boîte officiellement en mai 2022. Ok. Mais au final, on est une spin-off d'une autre boîte qu'on Ah, avait au préalablement créée, qui s'appelait Moonify. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a vraiment complètement pivoté quand on a créé Moonify. Ce qu'on était en train de faire, on était en train d'aller vers les capsules et on était au départ complètement blockchain. Pour te donner une idée, on avait créé un outil qui permettait de, à des utilisateurs de miner sur leur site web pendant qu'ils sont en train de lire un article de journal ou en train de jouer à un jeu vidéo, par exemple. ouais, ça n'a rien à Et voir. on a complètement pivoté. Et quand on a fait ce pivot, on a vu un consultant qui nous a dit, écoutez les gars, c'est vachement bien votre nouveau truc, mais ça n'a plus rien à voir avec l'original. Et si vous voulez faciliter la levée de fonds, il faut vraiment que vous nettoyiez et recommencez depuis le début. Donc c'est ce qu'on a fait. Et 6 mois après, on avait, je dirais, les premières touches qui nous ont permis de clôturer cette levée de fonds. Ok. Ah ouais, donc là, l'origine de la création de la boîte, c'est vraiment c'est une spin-off, c'est pour lever des fonds en fait. C'est comme ça que vous avez Ah, complètement. incorporé. Ok. Pour partir d'une feuille blanche avec une table de capitalisation propre et permettre d'avoir un message très clair pour les investisseurs qui vont pas se demander oui mais attendez qu'est-ce que vous faisiez au départ et pourquoi vous avez des petits restes à droite à gauche de choses qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Ok. Donc du coup, comment ça s'est passé? Donc mai 2022, tu m'as dit, vous créez Ouais. la boîte.
Exactement. Tu avais déjà commencé ton roadshow, rencontré des investisseurs avant ça ou tu as attendu d'avoir créé la boîte? Non, on a créé la boîte et on a Ok. commencé à en parler en juillet. Et Ok. en juillet, on a commencé à avoir la traction. Euh, Pas de chiffre d'affaires du coup d'ici juillet, de mai à juillet? Vous avez signé des clients? Bah en fait, si, ce qui est rigolo, c'est que ce sont nos clients qui ont signé en tant qu'investisseurs. Ah, j'adore, génial. Donc en Et fait, quoi on a du eu coup? des premiers clients dont les PDG ont pu, euh, quand on leur en a parlé, ils ont dit bah, c'est une super idée, nous on veut en faire partie. Et ce qui est génial aussi avec cette approche-là, c'est qu'en fait, quand tu as certains noms en fait de l'industrie qui ont une certaine reconnaissance, tu te rends compte très vite que si ces gens-là viennent à bord, eh bien en fait, ça crée une traction Ouais. autour de ces gens-là et autour de l'écosystème de ces gens-là qui fait qu'à la fin, c'est presque les investisseurs qui nous démarchent pour rentrer au bord, pour rentrer dans le tour. Et c'est une situation très confortable. Ça c'est génial, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à tout le monde. Il faut se mettre dans ces conditions-là parce que c'est là où en fait t'as le choix. C'est T'as le ça. choix d'aller choisir tes investisseurs. Donc ok, donc en fait, tu vous créez la boîte en mai 2022. Tu vas démarcher tu délivres tes premiers clients. J'imagine que vous aviez déjà un MVP, il y avait déjà quelque chose à leur donner. Tu fais un peu de chiffre d'affaires, mais c'est pas significatif. Et c'est ces mêmes clients-là. C'est toi qui leur dis que tu lèves ou ils l'apprennent ou comment t'avais une relation Alors, avec eux du coup qui était on déjà est assez. donc tu sais, on est trois fondateurs, donc moi-même qui m'occupe de la partie business, Pascal Jardet qui est donc le CEO, qui a lui aussi une casquette assez technique, un vernis très technique, et Vincent Anselmo qui est notre CTO. Donc avec notre carnet d'adresses à tous les trois, on a pu commencer à faire fuiter l'information sur le fait qu'on allait avoir besoin de lever des fonds. Et puis, on savait que certains des CEO des boîtes pour lesquelles on travaillait avaient, avaient aussi une casquette d'investisseurs sur d'autres projets, en particulier dans la région Languedoc-Roussillon. Euh, et on a commencé à leur en parler. Et évidemment, ils ont commencé à dire, bah, vu qu'ils ont été contents du travail qu'on leur a fourni, ils ont commencé à dire, bah, en fait, ça m'intéresse de venir à bord. Et puis après, on a commencé à leur demander eux-mêmes aussi de nous mettre en relation avec certaines personnes de leur entourage. Donc, ils ont joué le jeu. Nous, on a aussi regardé un petit peu, euh, parce qu'ils font partie de certains clubs d'investisseurs. Et donc, on regarde qui sont les autres investisseurs de ce club d'investisseurs. On regarde aussi quels sont les profils, parce que l'important, c'est pas d'avoir que des gens qui n'apportent de l'argent, mais c'est aussi d'avoir des gens qui apportent de l'argent et une expertise et un carnet d'adresses qui va nous aider dans le business par la suite. Et ça, c'était très important pour nous de ne pas avoir des investisseurs qui soient Financier. que pécuniers. Exactement. Euh, Est-ce que c'est pas un peu risqué d'avoir levé de l'argent avec tes clients? Alors je sais que souvent je dis dans les épisodes et même là, tu vois, je suis très content que toi parce que c'est vrai que c'est une super nouvelle quand tes clients en plus ils veulent investir, c'est que tu es vraiment sur quelque chose. Enfin, en tout cas, tu réponds à un problème qui est tellement important pour eux qu'ils sont même prêts à investir parce qu'ils savent que c'est parce qu'ils sont du marché aussi, donc ils voient ce problème-là naître. Mais un des déboires de ça, c'est que potentiellement ça te tue le business. Moi, je connaissais une boîte par exemple qui avait levé avec le fonds d'investissement d'une assurance et elle s'est rendue compte après que son business c'était les assurances. Sauf que plus aucune assurance voulait bosser avec elle parce qu'elle avait un énorme assureur à son board qui avait une part significative de la boîte. Et du coup, pour toi, c'est pas un souci ça dans ton space, ça va pas te gêner. Écoute, on a réfléchi à ça aussi, hein, on l'avait bien identifié. Bon, après, il y a des exemples très concrets qui montrent que c'est pas toujours un problème, hein. Quand tu vois Amazon qui fournit son service Amazon Cloud à des retailers, clairement, visiblement, leur pose pas de problème d'héberger leurs données chez leurs plus gros concurrents. Mais là, en l'occurrence, comme notre objectif, c'est vraiment d'être une plateforme qui permet de faire son propre passeport numérique des objets, euh, il n'y a pas quelque chose de très sensible d'un côté ou l'autre. Et puis, c'est vraiment les PDG en nom propre, enfin, Ok. qui ont Pas les boîtes. investi, et non pas la société elle-même.
OK. Donc c'est une question de personne et non pas une question de société qui a investi chez nous. C'est un peu moins, OK. C'est un peu moins OK. Oui, ça, on aurait été beaucoup plus embêtés d'avoir, les sociétés elles-mêmes qui investissent chez nous. J'ai l'impression que cette levée de fonds, en fait, elle a été hyper simple, là, quand tu la racontes. J'ai l'impression qu'il y a eu aucune galère. Tu l'as fait, tu as rencontré les bons, tu as eu tes clients, ils t'ont dit: «Écoute Antoine, franchement, on est intéressé», enfin même pas. C'est toi qui as fait fuiter l'info. «Peut-être, on aimerait lever». Ils sont venus te voir: «Antoine, on est intéressé, si vous levez, dites-le nous, moi en perso je mets». Ils ont ramené leurs potes. Voilà, tu allé voir la BPI, fini. Alors, presque, presque. Disons que, on avait essayé de faire une levée de fonds sur la boîte d'avant, OK. et on n'avait pas réussi, tu vois? Donc, on parce que je pense que les planètes étaient peut-être pas alignées, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on a eu besoin d'être très, on a beaucoup été voir des fonds et je pense que quand on est en early stage, les fonds, ils te disent tous, «C'est génial ta solution, revenez me voir quand vous aurez, X millions d'euros de chiffre d'affaires». Et pourtant, Donc ils ils sont détestent, hein. Tu sais que les fonds, quand tu leur dis: «Mais vous savez pas investir en early», ils font: «Mais si, mais bien sûr que si, il y en a, on sait le faire et tout». Je comprends pas pourquoi ils s'entêtent à faire ça. C'est bon, ça c'est pas grave, c'est pas leur mojo, quoi. Tu vois? Et non, c'est ça, mais exactement et donc on a appris ça sur notre deuxième round et on est allé voir, bah, des entrepreneurs comme nous qui ont une certaine appétence au risque, qui arrivent à comprendre aussi, quels sont les enjeux du business qu'on essaie de monter et puis l'avantage justement que ce soit des clients, c'est qu'ils ont pu aussi expérimenter, le sérieux de notre équipe et de voir que, bah, ça valait le coup d'investir sur ces personnes. Souvent, c'est les personnes, hein, quand à ce niveau-là, c'est vraiment un ressenti sur les personnes. mmh. Ouais, bah, Mais quand tu parles de galère, si on en a eu quelques-unes. Par exemple, à l'origine, on devait lever plus que 800 000 en equity OK. et on a eu un client, qui, qui, qui voulait mettre, 300 000 de plus, hein, entre guillemets, mais en fait, je pense que c'est quelqu'un qui pensait avoir plus de moyens qu'il n'en avait réellement et vraiment en dernière minute, il a dû, Annulé. annuler sa participation parce que même son propre business était à risque, donc c'était clairement pas la bonne période et c'est sûr que du coup, ça, c'était pas forcément la bonne nouvelle. On aurait préféré, être à 2 millions plutôt qu'1,6 million, mais c'est déjà une très, très belle levée. Ouais, oui, c'est clair et puis surtout que, heureusement, vous avez pu la finir parce que Oui, dans quand le contexte ça actuel, t'arrive, clairement, oui. ouais, enfin, puis en plus, ça, c'est vraiment un effet domino. Il y en a un investisseur qui se barre, tous les autres, ils sont en mode: «Wow, wow, 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 wow». Pourquoi? Attends, qu'est-ce qui se passe et tout? Peut-être moins chez les business angels, mais en tout cas, chez les VC, en fait, chez les VC, ça arrive pas à ce que tu viens de dire parce que quand un VC s'engage, enfin, ils savent qu'ils ont les liquidités, donc il y a pas de enfin, ils vont pas un VC va pas sortir parce qu'il a pas les liquidités. C'est pas possible. Alors que là, Bah, dans ton cas, un business angel, c'est disons que possible. dans notre cas, en fait, on sentait, avec, Pascal, notre associé CEO, on sentait tous les 2 qu'il y avait quelque chose qui collait pas dès le début et c'était une sensation, une impression. On avait vraiment l'impression qu'en fait, il souhaitait être à la place où il était et souhaitait vraiment avoir, cette capacité d'investissement et puis mais on avait vraiment des gros doutes et bon, bah, voilà, ça s'est confirmé par la suite. Donc on avait quand même, pris nos pincettes, auparavant. C'est une belle leçon parce que pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, tu rencontres des gens, des fois, qui te disent qu'ils sont investisseurs et heu et en fait, quand tu creuses un peu, tu es le premier investissement qu'ils vont faire, ils y connaissent rien, ils savent pas trop comment ça marche ou quoi et ça, c'est déjà des indices pour te dire que peut-être que les mecs et puis souvent, t'oublies que des fois, ils sont moins au courant et moins aguerris que toi Ah sur cette partie complètement, investissement et parce qu'ils investissent aussi dans la personne et ils croient avant tout au projet et c'est pas des investisseurs pros. C'est ça la c'est grande ça. différence. Après on avait quand même des gens qui étaient bien aguerris, qui étaient pas à leur première start-up, qui avaient déjà fait plusieurs sorties, OK. Ah ouais, donc ça aide. eux-mêmes et ça aide beaucoup d'avoir, des gens qui ont ce genre de bouteille, oui. Hem, qu'est-ce que tu attends de tes investisseurs maintenant qu'ils sont là? En fait, moi régulièrement, je les sollicite.
Pour Régulièrement, ça leur veut dire demander, tous les ça jours? veut dire, non, pas tous les jours, mais déjà, j'ai la chance d'en avoir 8. On a OK. eu la chance d'avoir 8 personnes qui ont investi, donc ça a été des petits tickets de 10 000 à 250 000, en gros. Euh, et, euh, et l'intérêt, c'est que pour les petits, on leur disait, OK, nous, on veut pas de petits tickets, mais si vous amenez autre chose que de l'argent, ça nous intéresse. Et donc là, on a quand même des cadres d'Accenture qui sont rentrés chez nous. Euh, on a des gens qui ont leur propre business de leur côté et qui ont aussi un écosystème et un réseau très important. Donc régulièrement, on leur demande, voilà, par rapport à ce secteur-là, est-ce que tu verrais une, deux, trois personnes à nous mettre en relation? Et l'objectif, c'est pas de les solliciter tous les jours, mais c'est de les solliciter une fois tous les 3 mois, une fois tous les 2 mois, en leur disant voilà, bon voilà, et surtout de les tenir au courant, parce que eux, ils ouvrent leur carnet d'adresses, ils n'ont pas envie qu'on les ridiculise. Ils ont envie qu'on leur montre que regarde, voilà, j'ai parlé à un tel, il a trouvé le projet génial, merci beaucoup d'avoir mis cette mise en relation. Bah, du coup, cette personne-là, elle sera encore plus rassurée, elle va se dire bon bah voilà, je peux le réintroduire à quelqu'un d'autre sans me ridiculiser et griller mon réseau. OK. Donc du coup, de la mise en relation et des conseils Ouais, pour, des marchés potentiels et faire grossir le business, quoi. exactement. Et puis quand il y a ensuite des décisions stratégiques à prendre, à prendre, eh bien, là, les appelle et on leur pose la question de savoir est-ce que c'est une bonne idée en fonction de leur expérience ou pas. Et après, on reste les décisionnaires, mais c'est quand même bien d'avoir des avis extérieurs, Ouais, des gens que tu peux surtout de gens consulter. qui sont déjà passés par là. Tu as commencé du coup à sur cette levée, vous avez décidé de mettre en place un board ou pas encore Ouais, avec ces investisseurs? oui, oui, on a défini le board et donc on informe notre board tous les 3 mois et puis on fait pas forcément de réunion officielle. Par contre, quand on en a besoin, on appelle tout le monde. OK. Sur cette dernière levée de fonds, c'est Mhm. quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné? Bah écoute, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est qu'on nous ait donné, puisqu'on est trois, c'est quand même d'avoir fait ce pivot, d'avoir fait clairement, je pense on n'aurait pas été aussi efficace si on n'avait pas nettoyé et être parti d'une table rase quand on a fait justement ce pivot et de partir sur une nouvelle société. Là, pour le coup, c'était un excellent conseil. Du coup, ça allait avec ma question qui suit, c'est qui la meilleure rencontre? Du coup, c'est cette personne-là qui t'a conseillé ça? Alors, oui, c'était un très bon conseil. Et puis après, je dirais la meilleure rencontre, c'est difficile parce qu'en fait, on a une chance de dingue parce qu'en fait, tous les investisseurs qu'on a, c'est vraiment des belles personnes. En plus d'être des businessmen aguerris, c'est des belles personnes. C'est des gens avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger, qui peuvent nous donner leur retour. On a vraiment euh, ouais, point de vue qualité humaine, c'est vraiment top. OK. Donc que des belles rencontres. Ouais, ouais, franchement, on est bien entouré. Qu'est-ce que tu regrettes de d'avoir fait ou de pas avoir fait sur cette, dernière levée de fonds? C'est compliqué ça comme question. C'est Qu'est-ce qu'on l'objectif, tu vois? regrette de ne pas avoir fait ou d'avoir fait? Qu'est-ce que tu regrettes? Je regrette déjà, alors pour notre investisseur qui n'a pas suivi, j'aurais tendance à dire que on l'a senti dès le premier rendez-vous, Et tu pas écouté toi-même. mais on n'a pas écouté notre instinct. C'est quoi les signaux faibles? Ça peut être intéressant, ça à donner pour nos auditeurs là, les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. C'est quoi les signaux faibles où tu t'es dit: «Je le sens pas, il y a un truc qui va pas»? C'était quoi? Manière de parler, Quand de quelqu'un est trop positif et quand quelqu'un ne pose aucune question et en fait, mais il n'y a pas de problème, tout est bien, mais bien sûr que j'ai l'argent, il n'y a pas de problème, c'est trop facile. ouais, En général, quelqu'un qui va mettre 200, 300 K de son argent de poche quelque part, parce que là, en l'occurrence, ce ne sont pas des fonds, c'est leur propre argent, il a quand même envie de poser des questions, de savoir où il va, où est-ce qu'il va mettre cet argent. ah Et, ouais, et quelqu'un qui est trop enthousiaste, de temps en temps, il faut aussi pondérer. Enfin, en tous les cas, c'est valable aussi pour les clients. Euh, il faut challenger le client pourquoi il a envie d'acheter pour être certain que c'est vraiment un acheteur.
Ouais, parce que des fois, tu tombes sur des mecs qui sont hyper enjoués et au moment où il faut mettre la carte bleue, hop, il n'y a plus de Ah, réponse. j'adore ton produit, c'est génial. Et le jour où il y a la carte bleue, oui, mais tu sais, en fait, j'avais pas pensé, mais il y a ça et ça et ça Ouais. qui vont m'en empêcher. Donc, Par rapport à la levée de fonds et à ton business, c'est quoi ton niveau de transparence avec ta famille, tes amis sur ce qui se passe? Et est-ce que ce niveau de transparence, il est différent de ce que tu avais avant ou est-ce que tu as toujours eu la même attitude? non, je dirais qu'on est plutôt transparent. Euh, et je suis assez, je suis pas, on n'est pas le genre de personne où on essaie d'être vraiment avec une culture du secret, parce que moi, personnellement, je pense que plus on partage des idées, des questionnements qu'on peut avoir, et plus on peut avoir de retours et de réponses qui vont venir enrichir cette réflexion, plutôt que de la garder euh, intérieurement. Ok, donc tu dis tout, il n'y a pas de sujet. Si on te demande combien, enfin, ta famille et tes proches, quand ils te demandent combien tu fais de chiffre d'affaires, la levée, etc., et tu es très transparent par rapport à ce qui se passe. La levée, oui. Chiffre d'affaires, ça dépend avec qui, pas avec tout le monde. Mais oui, on est relativement transparent avec notre entourage proche, oui. Ok. Euh, Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui s'apprête à lever des fonds, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais ou que tu donnerais à lui ou à elle? Euh, pour moi, c'est de trouver. Alors, ça dépend à quelle étape il en est. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a une très très bonne idée avec un début de traction, comme je pense c'était notre cas, mais qu'on n'a pas encore Oui. le, le, les entrées financières qu'un VC attend, éviter de perdre énormément de temps avec des dossiers très compliqués avec les VC, c'est beaucoup plus simple avec du business angel, et essayer de trouver dans un premier temps des business angels qui puissent comprendre votre business. Parce qu'à partir du moment où c'est quelqu'un qui peut bien comprendre son business et qui est acheteur quelque part de ce business, et surtout de regarder aussi que ces gens-là puissent avoir un, une résonance autour d'eux avec des réseaux qui sont importants, et ne pas hésiter à faire levier sur ces réseaux. Ok. Le Ouais, donc réseau, le réseau, le réseau, c'est vraiment très très important. t'es 1,5 million là, tu penses qu'ils vont te tenir combien de temps? Alors si on est très 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 mauvais, 2 ans. Ok, 2 ans, c'est très mauvais. Ok. Non, mais si on faisait zéro chiffre d'affaires, en gros, c'est 2 ans. Maintenant, on va embaucher du monde, donc ça va réduire encore Ah, ok, cette d'accord. expérience de vie théorique sans business. Mais l'objectif, c'est quand même de faire du business, hein. Et donc, du coup, là, tu vises quand la prochaine levée de fonds à peu près? Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on va discuter avec les associés, mais j'aurais tendance à dire que c'est toujours quand on n'a pas besoin d'argent qu'il faut en chercher. Ah, et puis, le plus dur, c'est de s'en rendre compte parce que des fois, tu sais, on se dit ça, mais en fait, la période où on n'a pas besoin d'argent, ben, on se pose même pas la question. C'est ça. Mais on vient de lever, et pourtant, dès qu'on a des gens des VC, on commence doucement à leur montrer qu'on existe, à leur expliquer ce qu'on a fait, histoire qu'ils puissent nous avoir dans leur radar. Ok, donc du coup, tu continues à rencontrer des gens, entretenir le réseau parce que tu sais qu'il y a une levée de fonds prochaine qui va arriver et, euh, du coup, il faut commencer à la préparer dès maintenant. Exactement. Ces levées, ça peut être auprès de VC institutionnels, ou ça peut aussi être auprès de partenaires stratégiques. Ok, trop bien. Bah écoute, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée et que j'aurais dû te poser, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé et que tu aurais bien aimé rajouter? Écoute, sur la partie levée, non, je pense que tu as couvert à peu près tout. S'il y a des choses que ta communauté a envie de savoir, qu'ils n'hésitent pas à faire passer des questions
à travers toi. Merci. À chaque fois, c'est moi qui le dis. Posez des questions en commentaire. Et est-ce qu'il y a un truc, du coup, que toi, t'aurais aimé dire, autre sur la levée, sur les business angels, que tu penses qui est pertinent qu'on a peut-être pas couvert, du haut de ton expérience aussi, parce que c'est, avec l'expérience que t'as, peut-être que t'as vu passer des choses. Oh, je crois que je l'ai déjà dit, hein, pour moi, c'est vraiment le réseau et c'est de chouchouter les gens avec qui on travaille. Euh, Tout au long de sa carrière, hein. Quand on a une relation client-fournisseur, on ne sait jamais, ça peut aussi devenir des investisseurs un jour. Ok. Donc, si un client est heureux et que vous avez une relation au niveau C-level, eh bien, n'hésitez pas tendre une perche pour dire voilà, il va y avoir une levée. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Ok, ça c'est un bon conseil. Il faut toujours tendre des perches et chouchouter les gens avec lesquels on travaille, que ce soit aussi bien les clients, les partenaires et tout ça, quoi. C'est ça. Et un autre conseil, j'aurais tendance à dire, c'est que ne faut pas prédéterminer, enfin, imaginer ce que les gens vont vous répondre. Il faut juste tenter sa chance. Ah, ça j'aime bien, je suis d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça parce que c'est quelque chose qui m'énerve quand les gens ne font pas Oui, quelque mais il va chose. jamais accepter. T'as posé la question? Non. Donc, comment tu peux savoir? C'est un truc qui me rendait dingue, tu vois. Ma mère me disait, je voulais acheter une maison. Elle me disait, oui, mais les banquiers vont dire non. Je dis, ben, t'es banquière. Ouais, c'est ça. Même moi, je sais pas. Personne sait, donc je lui ai posé la question. Bon, ils m'ont dit C'est non la première fois, ils exactement. m'ont dit oui la deuxième, mais bon, tu vois, au moins tu la poses, tu attends de savoir quoi. Ça te bloque tellement. Donc du coup, ouais. Ça c'est vrai que du coup, ça c'est un très bon conseil. C'est pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Tant que vous n'avez pas posé la question, vous savez pas quoi. Exactement. Et vous avez Donc, peut-être des investisseurs autour de vous et vous le savez même pas. c'est ça. Bah, d'ailleurs, il y a certains des investisseurs on les attendait pas. On s'attendait pas à ce qu'ils viennent à notre board. Ok. Et ça a été plutôt une bonne surprise. Ça sera le bon conseil de cet épisode. Merci Voilà. beaucoup, Je t'en Antoine, prie. pour ton temps. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et du coup, comme il l'a dit, si vous avez des questions, posez-les en commentaire sur YouTube, sur LinkedIn, et je me ferai un plaisir d'y répondre ou d'aller chercher Antoine pour qu'il y réponde aussi. À Bonne soirée, bientôt. Antoine. Ciao. Salut. Oula.